On est parti pour 7 heures. Donc c'est un thème théosophie et sciences qui revient régulièrement et je dirais heureusement. J'avais eu l'occasion, je crois que c'est en 2015, de faire la conférence théosophie sciences lors de la convention internationale à Adyar. Et depuis, c'est un des thèmes probablement qui me passionne le plus de par ma formation et puis mon mode de pensée. Donc voilà, on part d'une introduction. Il y a une vingtaine d'années, notre ami et frère Ravi Ravindra écrivait: si les intellectuels, tant d'Orient que d'Occident, ne s'efforcent pas de forger une juste synthèse entre science et spiritualité, entre Occident et Orient, entre modernité et tradition, la culture mondiale reposera sur un dénominateur commun très faible, se traduisant essentiellement par un manque de normes éthiques et de valeurs spirituelles. Les récents événements planétaires, à savoir la crise pandémique de la Covid-19 et l'état d'avancement du changement climatique, je faisais référence à la COP26, mais les dernières rencontres ne sont pas mieux, constituent des avertissements de haut niveau quant à la survie de l'humanité. La pandémie de Covid-19 a éveillé une prise de conscience quant à la nécessité de vivre dans un esprit de solidarité pour traverser une telle crise. Elle aurait pu constituer un électrochoc salutaire, mais dès que la menace s'est atténuée, du moins dans les pays développés, les habitudes ont repris leur cours normal. Les niveaux de pollution atmosphérique mondiale à la fin septembre 2021 sont similaires à ceux de 2019. Le rapport préliminaire des spécialistes du climat du monde entier est également très clair. Nous nous dirigeons vers une crise planétaire et humaine majeure si nous ne changeons pas nos habitudes de vie. La science, telle qu'elle est aujourd'hui avec son paradigme matérialiste, ne peut à elle seule relever de tels défis, pas plus que la spiritualité, engluée dans trop de dogmes, trop de comportements sectaires et une longue histoire d'abus humains et sociaux. Pour les religions, la confusion entre le pouvoir temporel et spirituel a engendré et engendre encore souffrance et misère. Les valeurs fondamentales de leur spiritualité, que ce soit la compassion, l'amour, le souci du vivant, n'ont que peu d'influence sur le comportement des individus à l'échelle planétaire. La science exerce aujourd'hui une influence si considérable sur les comportements sociaux des individus et des sociétés qu'elle peut constituer un puissant moteur de changement. Toutefois, elle doit revoir ses paradigmes afin de réorienter ses efforts et ses objectifs vers une évolution conforme aux valeurs universelles. Une synthèse entre science et tradition offrirait à l'humanité un outil puissant pour poursuivre le cours de son évolution. Aujourd'hui, le paysage scientifique n'a guère évolué vers cette synthèse, mais on perçoit certains prémices, les prémices d'une forme de réconciliation entre science et spiritualité. Ces 10 dernières années, des initiatives et des projets ont émergé du côté des scientifiques, visant au moins à élargir leur champ d'investigation. Plus important encore, il ne s'agit plus seulement d'un constat de divergence, mais bien d'un collectif de scientifiques qui ont décidé de collaborer pour influencer et transformer le paradigme actuel, afin d'ouvrir davantage la science à ce domaine. Cela fonctionnera-t-il? L'avenir proche nous le dira. Donc regardons cette évolution de la pensée scientifique. Ça part de février 2014 avec une rencontre, un sommet sur la science post-matérialiste qui a marqué une étape importante dans l'évolution de la pensée scientifique grâce à un groupe de scientifiques d'avant-garde. Parmi plus de 100 scientifiques de renom, on comptait Gary Schwartz, qui est un psychologue, neurologue, psychiatre, Lisa Miller, psychologue, Mario Beauregard, neuroscientifique, Rupert Sheldrake, biochimiste, biologiste, et Charles Tart, impliqué dans la psychologie transpersonnelle. Ils se sont réunis pour, quote, faire progresser l'évolution et l'acceptation de la science post-matérialiste
et du paradigme post-matérialiste émergent. Le sommet a publié un rapport et un manifeste qui résument leurs conclusions comme suit. Nous pensons que les sciences sont entravées par le dogmatisme, et en particulier par une soumission à la philosophie matérialiste, doctrine selon laquelle la matière est la seule réalité et que l'esprit n'est rien d'autre que l'activité physique du cerveau. Nous pensons que les sciences seraient plus scientifiques si elles étaient libres d'explorer le monde naturel de manière véritablement ouverte, sans les contraintes du matérialisme et les préjugés du dogme, tout en respectant les méthodes scientifiques de collecte de données, de vérification d'hypothèses et de discussion critique. Les points principaux de ce rapport mettent en lumière des domaines et des sujets clés qui étayent cette approche, dont certains sont très proches des enseignements théosophiques. Par exemple, le paradigme de la science matérialiste a conduit à une compréhension déformée et appauvrie de nous-mêmes et de notre place dans la nature. Là où Madame Blavatsky écrit dans sa préface à la doctrine secrète, le but de cet ouvrage est de montrer que la nature n'est pas une fortuite conjonction d'atomes et d'attribuer à l'homme la place qui lui revient dans l'ordre de l'univers. Deuxième affirmation, la mécanique quantique suggère que le monde physique n'est plus la composante première ni unique de la réalité et qu'il ne peut être pleinement compris sans faire référence à l'esprit. Madame Blavatsky écrit « Les atomes ne sont pas matière. Dans leur collectivité, ils sont les étincelles spirituelles sur le plan manifesté, émises par l'âme ou l'esprit universel. » Troisième affirmation, des recherches et des études indiquent que nos pensées et nos émotions peuvent affecter sensiblement l'activité des systèmes physiologiques. Pour que des scientifiques écrivent ça, on a vraiment franchi un cap. Madame Blavatsky écrivait « La moitié, sinon les 2/3 de nos maux et de nos maladies sont le fruit de notre imagination et de nos peurs. Détruisez ces dernières et orientez les premières, et la nature fera le reste. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont fait un constat, mais ils font des propositions, ces scientifiques. À partir de cet état de l'art des recherches menées hors du domaine traditionnel des sciences matérialistes, ils proposent un paradigme post-matérialiste dont les principales caractéristiques sont, et là, tenez-vous bien, l'esprit représente un aspect de la réalité aussi primordial que le monde physique. L'esprit est fondamental dans l'univers, c'est-à-dire qu'il ne peut être dérivé de la matière ni réduit à quoi que ce soit de plus fondamental. Madame Blavatsky a écrit « La doctrine ésotérique enseigne que c'est cette prima materia originale et primordiale, divine et intelligente, émanation directe de l'esprit universel, qui a formé les noyaux de tous les astres autonomes du cosmos. » Deuxième proposition, les esprits sont apparemment illimités et peuvent s'unir de manière à suggérer un esprit unique qui englobe tous les individus, tous les esprits individuels. Ça aussi, c'est vraiment fort comme remarque de la part de scientifiques. Madame Blavatsky écrit « La doctrine secrète enseigne l'identité fondamentale de toutes les âmes avec l'âme universelle, Maha, cette dernière étant elle-même un aspect de la racine inconnue. » Troisième proposition, les scientifiques ne devraient pas craindre d'étudier la spiritualité et les expériences spirituelles, car elles représentent un aspect central de l'existence humaine. Et là aussi, Madame Blavatsky a écrit « Les scientifiques seront chassés de leur position, non pas par des phénomènes spirituels, théosophiques ou autres, physiques ou mentaux, mais simplement par les gouffres et les abîmes immenses qui s'ouvrent chaque jour à mesure que les découvertes s'enchaînent. » Et c'est assez inimaginable qu'elle ait écrit ça il y a donc plus de 120 ans, parce que les gouffres et les abîmes, depuis 1905, n'ont pas arrêté de s'ouvrir. Nous assistons donc ici à une convergence entre les anciennes idées sur la science, c'est-à-dire les enseignements théosophiques, et la pensée scientifique contemporaine.
C'est d'autant plus étonnant que cela aborde les questions fondamentales concernant la réalité, avec une majuscule, et sa manifestation dans le monde physique. On peut se demander pourquoi des scientifiques aussi éminents ont pris le risque d'être ostracisés par leur communauté pour avoir osé remettre en question le paradigme matérialiste établi. En réalité, cela découle de la démarche scientifique fondamentale. La communauté scientifique est confrontée à un défi croissant. Le flux de nouvelles découvertes en physique des particules, en cosmologie, en biologie, en psychologie, etc., qui ne correspond pas au modèle existant, comme celui du Big Bang, le modèle standard des particules, ainsi que de nouvelles expériences menées dans des domaines parascientifiques tels que les expériences de mort imminente, la télépathie, la réincarnation, qui soulèvent des questions auxquelles la science actuelle ne peut répondre. C'est l'application d'une démarche scientifique fondamentale, sans préjugés ni dogmes, qui a permis l'émergence de ce nouveau courant. Donc ça, c'était 2014. En 2019, ce mouvement a été amplifié, continué et amplifié, avec ce qui s'appelle la Commission Galilée, le Galileo Commission. 5 ans plus tard, donc l'élan du mouvement pour la science ouverte reste fort et un nouveau projet a été lancé sous l'égide du réseau Scientific and Medical Network, qui s'appelle la Commission Galilée, au-delà d'une vision matérialiste du monde, vers une science élargie. Et ce projet vise à aller plus loin. Il vise à contribuer à libérer la science des entraves inutiles et à affranchir l'image et le discours public sur la science des limitations et des conceptions restrictives abusives. Nous espérons ainsi contribuer à une science élargie qui nous aidera à faire face aux problèmes imminents, qu'il s'agisse d'injustice sociale mondiale, d'épuisement des ressources planétaires, de changement climatique ou de menaces d'effondrement économique mondial. Il propose un modèle de consensus minimal, modèle de complémentarité, dans lequel la matière et l'esprit, la conscience et son substrat physique sont deux aspects de la réalité qui sont des perspectives irréductibles et simultanées d'une réalité sous-jacente à laquelle nous n'avons autrement aucun accès direct. Ce nouveau modèle pourrait donner un accès direct, sous certaines conditions, à des structures plus profondes de la réalité, susceptibles d'apporter des éclairages importants sur l'éthique, le sens et les valeurs. Et ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est que cette commission, entre autres, elle est composée de 90 conseillers issus de 30 universités du monde qui participent à ce projet, dont notre collègue Ravi Ravindra. Il s'agit d'une initiative prometteuse qui mérite notre attention et notre participation. Rappelons-nous ce que Madame Blavatsky disait de la science et pourquoi elle contribue au but et objectif de la société théosophique. Elle nous dit: la science est un résumé de tout fait, une compréhension de toute vérité accessible à la recherche et à l'intelligence humaine. Elle nous dit en un mot: notre but et notre désir sont de contribuer, au moins en partie, à l'élaboration de conceptions scientifiques justes sur la nature humaine, lesquelles permettent de reconstruire pour la génération actuelle la philosophie métaphysique ou transcendantale déductive, seule base solide et inébranlable de toute philosophie religieuse. Donc d'un côté, nous avons le savoir scientifique, avec sa méthodologie ascendante, de l'observation aux lois fondamentales, et ses mathématiques comme langage. De l'autre, la révélation, apportée par les traditions et les langues humaines du monde selon une approche descendante, de la loi au phénomène observé. Où et quand ces deux savoirs se rejoignent-ils? La question c'est: existe-t-il un terrain d'entente et où se situe le pont entre eux dans cette jungle?
Pour essayer d'avancer sur cette question, nous avons déjà identifié les principales difficultés d'une telle entreprise. Et la première, c'est la barrière des langues. Des mathématiques très complexes pour les scientifiques et des langues naturelles pour les traditions, imprégnées de l'histoire et du savoir-faire de leur peuple, jusqu'à l'impossibilité de déchiffrer nombre des plus anciennes. Ensuite, on a l'opposition des paradigmes, matérialisme contre spiritualisme, irréconciliable et qui le plus souvent se mue en dogme des deux côtés, entravant la plupart des tentatives de parvenir à une compréhension commune. On est toujours avec cette dichotomie, la conscience est créée par la matière contre la conscience crée la matière. Enfin, on a les méthodologies, ce qu'on vient de voir, descendantes ou ascendantes, qui sont complémentaires. Et leur synthèse pourrait fournir un mécanisme solide pour la découverte de la réalité. Mais un point essentiel doit faire l'objet d'une convergence. Aucune vérité absolue ne doit être établie comme condition préalable, parce qu'une telle vérité devient un dogme qui entrave la recherche. Lorsque les observations ne correspondent pas à cette vérité, soit ce sont les observations qui sont rejetées, parfois avec mépris, du style ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne sont pas prêts pour une telle connaissance, ce serait trop dangereux. Soit ce sont les enseignements des traditions qui sont rejetés. Tout ce qui ne peut être perçu ou mesuré n'existe pas. La science affirme que tout modèle, toute loi doit être falsifiable pour être considérée comme universelle. Les traditions prétendent être les véritables détentrices de la vérité, et elles sont nombreuses, ces vérités. Ces deux approches semblent inconciliables, mais elles parlent toutes deux de la même chose, la réalité. La créativité est essentielle lorsque les modèles actuels sont dans une impasse et ne parviennent pas à décrire adéquatement ce qui est observé et mesuré. Nous aurons besoin d'une telle approche, proposer des modèles entièrement nouveaux, capables de traduire les connaissances de la tradition de sagesse dans un vocabulaire compréhensible, afin d'ouvrir un dialogue avec les scientifiques. Ça représente une tâche immense parce que cela veut dire derrière ça une connaissance la plus étendue possible de nos traditions et ensuite la capacité de les exprimer dans un langage compréhensible. Du point de vue des traditions, nous pouvons partir des hypothèses transmises par des générations de voyants et de chercheurs de vérité et expérimenter, tester et vérifier ces affirmations. C'est ce que Madame Blavatsky nous dit. Elle nous dit la philosophie occulte que nous étudions utilise précisément la méthode d'investigation que Spinoza nomme méthode scientifique. Elle part de principes clairement définis et précisément connus et ne s'appuie que sur ces principes. Elle est donc la seule qui puisse mener à la véritable connaissance. Voilà pour la première partie, qui est, je le reconnais, assez dense comme d'habitude. Ça me soulève une question. Ce matin, je lisais dans la presse, qui est notre journal ici, il y avait tout un article sur le fait qu'aux États-Unis, la vaccination diminue beaucoup, puis les dangers que ça amène au niveau de la population. Puis ça m'amène tout le volet des informations. C'est comme si dans ce dont tu as parlé, il n'y a pas d'éléments où les scientifiques n'ont pas réfléchi sur aussi l'impact de la désinformation, tu sais, dans le sens où est-ce que le fait d'aller vers une nouvelle compréhension ou un nouveau partage science et tradition va nous aider à passer à travers cette difficulté-là actuellement qu'on a sur la planète, tu sais. Ça me soulevait cette question-là. Ouais, ça me rappelle ce qui s'est passé en 2020, au plus fort de la crise de la Covid-19. Mhm. Les Nations Unies ont été amenées à mettre en place une task force pour pour comprendre le mécanisme de désinformation qui existait, qui était très fort, très violent d'ailleurs,
Et donc, pour aider un petit peu ceux qui travaillaient sur le terrain pour donc endiguer cette pandémie, pour essayer de leur faire comprendre les mécanismes psychologiques qui conduisaient à cette désinformation. Donc, pour répondre à la question, oui, les scientifiques sont très concernés par la désinformation, notamment quand ça a un impact sociétal énorme, parce que une des difficultés pendant la pandémie, c'était justement cette désinformation qui faisait que une bonne partie des gens ne voulaient pas suivre les recommandations des gouvernements. Donc oui, c'est omniprésent, je pense. Après, après, on retombe toujours dans la problématique et on l'a encore aujourd'hui avec les changements climatiques, des grands lobbies qui arrivent en s'appropriant les moyens de communication à polluer complètement le la message. compréhension de ce qui se passe. Mm. Intervenir. Oui, Sûr. excuse-moi, je n'avais pas vu D'abord, ta te main. remercier, Jacques. C'est un thème, c'est une discussion qui me tient très à cœur. Et ben, d'ailleurs, quand tu parles des Nations Unies, je mentionne rapidement, j'ai fait ma carrière aux Nations Unies. Alors, si tu veux en discuter, ça me fera plaisir d'en discuter en long et en large dans ses beaux et ses moins beaux aspects. Toute la question de la science, moi, j'aime faire réagir par les temps qui courent en qualifiant la science de la religion dominante, moderne en ce moment. Quand tu dis qu'elle est dogmatique, je suis tout à fait d'accord. Je veux pas jeter les religions avec l'eau du bain, mais il reste que pour moi, la science, certains scientifiques, disons, présentent des traits de dogmatisme qui m'irritent, qui me mettent de mauvaise humeur. Et on y est tous, on est dans une ère où même ceux qui mettent la science en question vont souvent commencer leur intervention en disant, je respecte la science, je respecte la méthode scientifique, mais on doit porter un respect, une marque de respect à la religion, au dogme dominant, on dirait, avant d'avoir des discussions qui vont au-delà. Alors, j'accueille beaucoup ta façon d'en discuter en disant, il y a un rôle pour la science, bien sûr, mais il faut savoir connaître et déterminer les limites du rôle de la science. Il y a un cadre dans lequel la science est utile, puis quant à moi, il y a un cadre où elle cesse d'être utile, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on doit avoir une discussion plus large que la méthode scientifique. Alors, tout ça pour dire, tout à fait d'accord avec ton appel à un modèle nouveau pour le dialogue entre scientifiques et autres discussions plus larges. Euh, Quand on parle d'un paradigme qui change, je l'espère, je l'entends régulièrement à gauche et à droite. Je me demande si c'est effectivement le cas, si on voit, on est en train de vivre un changement, une évolution, ou bien si c'est du wishful thinking, des vœux pieux, en se disant qu'il y a à peu près pas une génération sur Terre où on n'a pas appelé à disant qu'on vivait des temps nouveaux. J'espère que non, j'espère que c'est plus fort que ça en ce moment, mais pour moi, la question se pose. Mhm. Oui, je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit la différence entre la science et les scientifiques, la théosophie et les théosophistes. Euh, la science, c'est un mécanisme intellectuel avec des méthodologies très bien établies qui permet, tant qu'on reste à l'intérieur de ces méthodologies, une appréhension, et je ne dis pas une compréhension, une appréhension des phénomènes qui nous entourent. Et on a pu voir dans les 100 dernières années les énormes progrès scientifiques dans une appréhension qui se transforme la plupart du temps en technologie et qui change nos manières de faire. Après, encore une fois, derrière, quand on parle des scientifiques comme des théosophes d'ailleurs, c'est des hommes et des femmes avec tout leur conditionnement et puis tous les mécanismes de lutte de pouvoir dans les deux milieux aussi, où on voit très bien aujourd'hui les impacts sociétaux. On voit la disparité des richesses, par exemple, et puis sans parler bien sûr de l'accélération qui est en train de se manifester dans nos sociétés, accélération extrêmement brutale avec tout un tas de phénomènes brutaux qui se dégagent. Donc, gardez ça en mémoire, la différence entre le concept et l'application. Ça me fait toujours penser à Einstein
qui, comme vous le savez, est quand même un des pères de la bombe atomique au départ, et on se rappelle que l'invention de la bombe elle-même, c'est à peu près 30 ans de recherche qui ont abouti pendant une guerre mondiale. Mais à un moment donné, Einstein a vraiment compris le risque associé à ça, mais il pouvait plus rien faire. Il a écrit au président des États-Unis en essayant d'attirer son attention sur le danger. Mais il était trop tard, bien sûr. Et bon, ça fait partie de l'histoire de nos sociétés. Et je crois que, j'allais dire, on peut essayer d'en tirer des leçons. On a un peu de mal, mais ça n'empêche pas de continuer à marcher vers l'avant. Bien, je vais vous proposer de continuer s'il n'y a pas d'autres. Oui, Maria. Oui, j'ai une question. On a lu que Blavatsky disait que les atomes ne sont pas matière. Oui, Alors, moi, je comprends pas parce que je pense que les atomes sont déjà matière, mais une matière très, très subtile. Euh, alors, ça, c'est ma question. Je comprends pas très bien. et c'est une question très valide. On a été éduqués tous, pratiquement dans nos sociétés occidentales, dans ce concept. On a appris ça à l'école, et puis c'est notre expérience de tous les jours qu'il y a la matière, que la matière, voilà, c'est tangible. Quand on regarde du côté des traditions, que ce soit la théosophie ou l'Inde antique, on nous explique que la matière, ce qu'on appelle la matière, est l'aboutissement à partir de l'état le plus éthéré possible, enfin depuis le point de départ, qui est le point de l'esprit. Et si on fait un petit parallèle en physique, on va partir du fait que l'esprit, c'est une fréquence infinie. Et le fait d'abaisser cette fréquence va venir générer les plans successifs, le plan de l'intuition, le plan mental, le plan vital et tout ça. Et le dernier plan, c'est le moins, c'est le plan de vibration le moins élevé. Mais quelque part, quand on réfléchit bien à cette descente, si on peut appeler ça une descente, on est toujours avec la même matière, qu'elle soit celle de l'esprit ou celle de ce qu'on appelle la matière. Elle vibre simplement différemment. Et je réserve ma réponse pour la fin de la présentation, parce que justement, je vais parler de la matière et de ce qu'on pense qu'elle est et ce qu'elle est peut-être réellement. Ok, merci. Allez, on est reparti. Il y avait Dominique qui avait une question avant, Ah peut-être. bah, pardon, j'écoute. Vas-y, faut que tu ouvres ton micro, Dominique. Oui, c'est correct. Je voulais juste savoir ton opinion, ce que tu pensais de Joe Dispenza. Est-ce qu'il fait partie des valeurs, selon toi, Attends, avec la théosophie? Tu connais qu'est-ce- Joe Dispenza? non, Tu connais pas Joe Dispenza? OK. Excuse, mais il a écrit beaucoup de livres. C'est un chercheur en quantique. Il est en neurosciences, puis il écrit d'accord, des livres. Je voulais d'accord, juste avoir ton opinion sur lui. Il écrit des livres vraiment très intéressants. C'est un chercheur, puis lui, il va chercher le côté, il explique le quantique en termes plus, d'accord. Il n'a pas encore traversé ma route, celui-là, mais ok, Ah, d'accord. C'est correct. Il écrit plusieurs livres, il est vraiment intéressant, mais je voulais avoir ton opinion sur lui, là. d'accord. Bah, si tu peux m'envoyer quelques références de OK. titres de livres, D'accord. ok, merci. Alors, on va parler maintenant de corrélation entre science et théosophie. Alors, on part des trois propositions fondamentales de la doctrine secrète et on a là trois corrélations solides. La première proposition fondamentale, vous la connaissez tous et toutes, un principe omniprésent, éternel et immuable. Si on prend le cas de l'astronomie, il existe ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et l'observation de ce fond, vestige du rayonnement électromagnétique primordial issu du Big Bang, ce fond y révèle une isotropie.
étonnante, c'est-à-dire une énergie thermique uniforme répartie dans tout l'univers. Et la théorie de l'inflation, qui est une des théories qui fait partie du modèle du Big Bang, prédit que l'univers naissant a connu une croissance exponentielle qui a étendu son cadre quasi instantanément. Ce que cela signifie, c'est que toutes les particules initiales, parce que dans le Big Bang, on part pas de ce qu'il y avait avant, mais on part de ce qu'on est capable d'imaginer. Les quarks, les électrons et les bosons, qui sont les particules initiales dans le Big Bang, elles étaient étroitement liées avant l'inflation. L'inflation, c'est donc l'augmentation de l'espace. La physique quantique des champs a établi que deux particules ayant été étroitement liées le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est ce qu'on appelle l'intrication. Nous l'appelons unité en théosophie. Ce qui veut dire que toutes les particules sont intriquées, toutes sans exception. Elles sont toutes interconnectées. Et comme nous sommes faits de ces particules, en réalité, nous sommes tous interconnectés. D'où ce principe omniprésent, éternel, immuable et illimité dont nous faisons partie. L'unité, l'être, est symbolisé dans la doctrine secrète sous deux aspects. L'espace, abstrait absolu, et le mouvement, abstrait absolu. Dans la phase de manifestation, ces deux aspects aboutissent à la phase finale d'émanation, à l'espace physique et au mouvement physique, chose que nous pouvons observer. Donc dans notre univers physique, essayons de regarder quels sont les liens avec ce mouvement. Le temps. Comment est-ce que nous mesurons le temps? Avec un sablier, une pendule, un métronome, une horloge électronique, une horloge atomique. Tous ces instruments mesurent un mouvement. Donc le temps, en réalité, ou la mesure du temps est la mesure du mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. La température. C'est intéressant, c'est des phénomènes que nous connaissons tous les jours. La température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des atomes ou des molécules d'un système. Ça peut être la vibration thermique pour un segment de protéines, par exemple. Donc la température est aussi la mesure du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire le zéro absolu, ou bien s'il n'y a pas de mouvement, ça correspond au zéro absolu, où il n'y a aucune variation de température. Si on regarde maintenant la pression. La pression est une force exercée par les collisions de particules à l'état liquide et gazeux. Et l'exemple que nous connaissons bien tous, c'est le son. Le son est la variation cyclique de la pression d'un gaz. Donc la pression est la mesure du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de son. Et enfin, on va parler de la masse ou de l'énergie, puisque selon Einstein, la masse est équivalente à l'énergie avec la fameuse formule E égale mc carré. L'élément clé de l'univers physique est l'énergie. D'ailleurs, quand on remonte un petit peu dans le modèle du Big Bang, les physiciens sont incapables de remonter au-delà du Big Bang. Mais la chose qu'ils doivent hypothétiser, c'est que avant que l'univers se manifeste, ce n'était qu'un ensemble d'énergie non manifestée. Donc là, on a un très beau parallèle avec la doctrine secrète, avec la science universelle. Et des scientifiques rigoureux comme Richard Feynman ont eu le courage de dire que nous savons que nous ne savons pas ce qu'est l'énergie. C'est une grandeur scalaire qui peut se manifester sous de nombreuses formes différentes, comme l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie de masse, l'énergie électromagnétique, l'énergie chimique. Elle est donc éternelle et quantitativement constante, même si elle se manifeste sous diverses formes. Madame Blavatsky nous a donné un indice dans sa doctrine secrète. Quand elle dit
les théosophes anciens et modernes, les alchimistes et les rosicruciens ont toujours soutenu qu'il n'existe pas de choses en soi telles que la lumière, la chaleur, le son ou l'électricité. Il n'y a rien d'autre que de l'énergie rayonnante. À présent, examinons une application pratique de ce concept de masse-énergie. Et on va pouvoir tous faire le parallèle. Il s'agit de notre corps physique. Il nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre dans cette vie. Il possède une certaine consistance, ou du moins nous en percevons une, comme la plupart des formes physiques. À la lumière des connaissances scientifiques actuelles, nous découvrons une machine incroyablement complexe, un assemblage de multiples systèmes. Nous y trouvons une base structurelle, avec les os, les articulations, des capteurs avec nos 5 sens, des systèmes d'actionnement, les muscles, un système respiratoire, un système d'irrigation et d'élimination, un système de protection, le système immunitaire, et un véritable ordinateur, le cerveau et l'ensemble du système nerveux. Les organes des sens sont en eux-mêmes une merveille de technologie divine. Prenons l'exemple de l'œil, par exemple. Il nous offre une vision en temps réel du paysage environnant. Et son mécanisme comprend des cônes, 7 millions, et des bâtonnets, 125 millions. Essayons d'imaginer un tout petit peu. Dans chacun de nos yeux, il y a 125 millions de bâtonnets qui détectent les différentes fréquences et intensités de la lumière qui frappe sa surface. Sa sensibilité est telle qu'il peut détecter jusqu'à 10 millions de couleurs différentes quasi instantanément, sachant que le temps de réponse des cellules oculaires s'exprime en millisecondes. Et ensuite, ces données sont ensuite transmises et traitées par le cerveau, qui combine les informations provenant des 2 yeux pour nous fournir une image 3D. Un autre exemple avec l'oreille. Autre exemple de complexité. Elle se compose de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne, qui transforment les sons, qui sont des mouvements et des vibrations de la pression des gaz, en signaux électriques, lesquels sont ensuite traités par notre cerveau à nouveau. La cochelée humaine compte 3500 cellules ciliées internes et environ 12 000 cellules ciliées externes. Ce mécanisme permet la perception des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Quand on y réfléchit un petit peu, on se dit quand même que l'architecte qui a construit ça, il était quand même assez fabuleux. L'étude détaillée de chacun de ces systèmes révèle des capacités incroyables, telles que l'auto-adaptation, l'auto-réparation, l'auto-reproduction. C'est un système fascinant. À notre connaissance, aucune intelligence humaine n'aurait pu concevoir une machine aussi merveilleuse et complexe. Le concept récent de réalité augmentée, de transhumanisme, relève de l'imagination humaine. On se rappelle que le bouddhisme nous enseigne que posséder un corps humain est rare et précieux, et qu'il est de notre responsabilité d'en prendre soin et de ne pas gaspiller ses facultés. Jetons un bref coup d'œil justement sur le plan physique. Le plan physique est un plan de la réalité, souvent rejeté par certaines traditions comme lourd, obscur, véhicule du péché. Il fait partie de l'unité et en est une partie essentielle, car c'est le plan dans lequel notre conscience humaine passe la majeure partie de son temps actif. Même en excluant le sommeil et les périodes de méditation, nous passons près des 2 tiers de notre temps d'éveil en contact direct avec ce plan de la réalité. Et durant ce temps, nous sommes complètement immergés dans la réalité que nous percevons par nos sens externes et internes. C'est là qu'il est important de nous étudier et d'analyser nos comportements quotidiens. Nous sommes de façon permanente connectés à tout notre environnement, pourvu que nous sachions écouter. Nous avons un accès direct à toute information ou stimulation du monde qui nous entoure,
à condition de ne pas la filtrer comme nous le faisons habituellement avec notre éducation, nos habitudes sociales, nos propres tendances, souvent égocentriques et binaires, du style j'aime ça ou je n'aime pas ça. Peut-être pouvons-nous changer cela en un simple ici et maintenant, en vivant pleinement la réalité telle qu'elle est, sans attente ni explication. Tant que les scientifiques ignorent ce qui se cache derrière le plan matériel, ils ne peuvent comprendre son véritable fonctionnement. Mais comme il fait partie intégrante de la réalité, qu'il n'en est pas séparé, il recèle de nombreuses caractéristiques, de nombreux indices pour une meilleure compréhension de la réalité. On se rappelle que des milliards d'années d'évolution ont modelé et remodelé cette matière à travers diverses formes et histoires, et l'état actuel de notre monde sur notre planète en est le fruit avec lequel nous poursuivons parmi tous les autres royaumes notre pèlerinage. À présent, plongeons au cœur de ce plan matériel où la lumière divine vit sa phase de manifestation. Dans chaque partie du corps matériel se trouve comme composant fondamental ce que nous appelons les cellules individuelles. Ce sont des organismes quasi indépendants, dotés de leur propre système et tous interconnectés. Ce sont des organismes quasi indépendants dotés de leur propre système. Notre corps humain compte environ 100 000 milliards de cellules. Elles fonctionnent toutes de manière autonome, mais toujours en synergie. Elles sont programmées, ou elles savent comment et quand mourir et renaître, à quel organe, à quelle fonction elles appartiennent, comment respirer, digérer, etc., comme toute entité individuelle. Leurs activités sont entièrement dédiées à la vie et à l'évolution d'un organisme plus vaste qu'elles-mêmes. Elles n'ont d'autre but que de servir une structure vivante supérieure. C'est un modèle parfait pour une évolution durable qui fonctionne sur Terre depuis au moins 2,5 milliards d'années, depuis les premiers signes de vie. Et c'est un parallèle que nous pouvons essayer d'imaginer. À notre niveau, nous sommes peut-être une cellule d'un plan supérieur. Maintenant, approfondissons un petit peu. Dans chaque cellule, on trouve des microsystèmes composés de macromolécules, elles-mêmes composées de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes. Donc macromolécules, un assemblage de molécules, molécules, un assemblage d'atomes. Et il existe moins d'une centaine de types d'atomes différents dans notre système solaire et dans notre corps. Ce sont les mêmes. Ces éléments sont également le fruit de milliards d'années d'évolution de notre cosmos, et nombre d'entre eux ayant été créés lors de la phase finale de la vie des étoiles massives, les explosions de supernovas. Donc en réalité, notre corps est constitué de particules créées il y a des milliards d'années. Et si l'on va plus loin, en observant l'intérieur des atomes, on découvre des composants de plus en plus élémentaires. On sait que l'atome est composé d'un noyau central et d'électrons qui l'entourent. Et l'on sait que la quasi-totalité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Alors, explorons le noyau pour comprendre d'où provient notre masse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être de la matière? À l'intérieur du noyau, on trouve des protons et des neutrons, et on sait que chacun d'eux est composé de 3 quarks. C'est ce que nous révèle le modèle standard, même si nous ne pouvons pas les observer directement, car les quarks obéissent à une loi physique appelée confinement, qui leur interdit de s'échapper de leur enveloppe. Nous atteignons ainsi l'état de la matière peut-être élémentaire dotée d'une masse, les quarks. On pourrait croire savoir où se cache la masse, mais il y a un piège. La masse des 3 quarks de chaque proton ou de chaque neutron représente moins de 2% de la masse du proton ou du neutron. Donc ce qu'on croit être de la matière
en réalité, n'a pas de masse. Alors, où elle est cette masse? Où est ce que nous appelons la matière? En réalité, elle provient de l'énergie de liaison, qu'on appelle la mer de gluons, qui relie les quarks au sein d'une particule, et de l'énergie cinétique, c'est-à-dire le mouvement des quarks. Et ça, c'est assez extraordinaire comme découverte, parce que cela veut dire qu'en réalité, la plus grande partie de la masse ne provient pas des particules, mais de l'énergie. Et plus précisément d'une énergie en mouvement. Si nous pouvons maintenant imaginer, en partant de ce niveau élémentaire pour revenir à l'échelle de notre corps, nous réalisons que notre corps physique est composé à 98% d'énergie pure en mouvement, le reste étant constitué de particules ponctuelles. Et c'est ce mouvement éternel d'énergie qui crée ce que nous appelons la masse, donc ce que nous appelons la matière. À ce stade le plus infime de la matière physique, il n'y a plus de différence entre les unités que nous considérons. Notre monde physique, au-delà de nous-mêmes, y compris notre corps bien sûr, n'est qu'un tourbillon d'énergie pure. Si nous pouvions contempler ce niveau d'atomicité, nous verrions et serions alors pleinement convaincus, comme saint Thomas, que nous sommes faits d'énergie pure, dont le mouvement résulte du souffle de la volonté divine. Et là, on a un véritable parallèle entre tradition et science. Voilà jusqu'où la science moderne peut entrevoir la réalité. Mais faute d'une vision holistique, elle ne peut pas aller plus loin. Il est temps de revenir à la tradition de sagesse. Une des autres propositions fondamentales dans la doctrine secrète, c'est l'éternité de l'univers et la loi de périodicité de sa manifestation. Parlons un petit peu de l'éternité. L'eau que nous buvons aujourd'hui, vitale à toute forme de vie telle que nous la connaissons sur Terre, est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Les constituants fondamentaux de ces atomes, les quarks, les électrons, ont été créés quasiment à la renaissance de notre univers. Depuis, ils se sont combinés et recombinés d'innombrables fois. Nous buvons une eau dont les composants ont 13,5 milliards d'années. Et cela vaut pour tout élément physique qui constitue notre monde et notre corps physique. Toutes les particules sont éternelles. Seule la forme, la structure qui peut être assemblée et désassemblée selon les besoins, n'est pas éternelle. La nature est construite autour d'éléments constitutifs éternels, façonnés en forme et en structure adaptées à chaque étape de l'évolution par les grands architectes, du monde minéral jusqu'au monde humain. Ensuite, on a parlé de périodicité. La science a identifié de nombreux cycles dans la nature, comme le cycle de l'eau, le cycle du gaz carbonique. Le modèle même de l'univers est aujourd'hui remis en question par de nombreux scientifiques. Il existe aujourd'hui un consensus scientifique pour reconsidérer le Big Bang comme unique modèle de la genèse de l'univers. Nous passons du Big Bang au Big Bounce. Ensuite, on a parlé du pèlerinage obligatoire pour chaque homme conformément aux lois cycliques et karmiques. Depuis la publication de l'ouvrage pionnier du docteur Moody, La vie après la vie, de nombreux auteurs ont publié des études sur la réincarnation, comme Ian Stevenson, dans son dernier livre 20 cas suggérant la réincarnation, et plus récemment Chris Carter, dans Science et expérience de l'au-delà, Matt Log et Haraldson dans Études psychologiques d'enfants affirmant avoir des souvenirs de vie antérieure. La réincarnation est devenue un sujet de discussion courant. Le paradigme matérialiste a longtemps empêché la communauté scientifique d'explorer sérieusement ce domaine d'étude, jusqu'à l'avènement des expériences de mort imminente, et notamment celle assez célèbre d'Eben Alexander,
en 2012, parmi tant d'autres, qui a ébranlé certaines croyances concernant la vie après la mort. Et de nombreuses études scientifiques sont actuellement menées pour tenter d'expliquer scientifiquement le phénomène de mort imminente. Cela pourrait ouvrir une voie importante vers la compréhension de la mort et par conséquent de la vie. On a eu l'occasion d'inviter Ben Alexander, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, de venir nous présenter son expérience et c'est assez incroyable. Au départ, c'est un neurochirurgien totalement matérialiste qui a vécu cette expérience, qui l'a complètement retournée et maintenant il passe sa vie à parcourir le monde à expliquer cette expérience. Donc il existe de nombreuses corrélations entre les traditions du monde et la science moderne. Les observations s'accumulent sans qu'aucune explication scientifique satisfaisante ne soit apportée. La prochaine étape pourrait consister à découvrir les lois fondamentales qui sous-tendent la manifestation physique et à les exprimer dans un langage scientifique accessible à tous. Les questions « Pourquoi ne l'avons-nous pas fait ? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ?» Et l'autre question, c'est « Est-ce que c'est possible ?» Alors, la première question, pourquoi ne l'avons-nous pas déjà fait? Depuis les années 1920, suite à la création de l'Université théosophique mondiale par son siège à Adyar, motivée par un besoin vital d'introduire l'inspiration et la compréhension théosophique dans toutes les branches de l'étude et de la recherche humaine, la Société théosophique a déployé de nombreux efforts. Plusieurs sections nationales de la Société théosophique ont soutenu cette initiative par le biais de centres de recherche théosophique, et de nombreuses recherches et publications ont vu le jour. Une des plus célèbres est celle de Londres qui a travaillé de 1929 jusqu'en 1960 quasiment. Aujourd'hui, alors que les sciences profanes connaissent des progrès fulgurants en matière de découverte et d'acquisition de connaissances sur le plan physique, les centres de recherche théosophiques semblent avoir perdu de leur élan initial. Nombre d'entre eux ont cessé leurs activités, même dans les grands pays développés, et les cellules actives restantes sont peu connues en dehors des communautés théosophiques. J'en connais deux, une en Australie et une en Nouvelle-Zélande. Rares sont celles qui sont liées aux groupes scientifiques et parmi les théosophes, le suivi et la compréhension des découvertes et des modèles scientifiques sont peu nombreux. Cela ne signifie pas que nous avons pris du retard dans l'acquisition des connaissances, car de nombreux théosophes individuellement sont actifs dans leurs domaines respectifs. Cela signifie qu'en tant que groupe international, nous n'exploitons pas la synergie potentielle qu'offrent les groupes organisés. Au sein de notre communauté théosophique internationale, nous comptons probablement des figures de proue dans de nombreuses disciplines scientifiques, capables de mettre en place des groupes d'études sur des sujets spécifiques selon une méthodologie commune. Cela permettrait d'approfondir la compréhension de la dimension scientifique de la tradition de sagesse et par conséquent de favoriser le dialogue avec la communauté scientifique. Juste une petite parenthèse pour vous informer que nous avons décidé de lancer l'équivalent d'une académie théosophique qui va comprendre le volet scientifique dont je vais m'occuper, donc écrire une vingtaine de conférences sur tout ce qui touche à l'histoire et aux fondamentaux tels que je viens un petit peu de vous en parler. Et je pense que d'ici un an et demi, on aura en ligne des cours qui permettront de se familiariser avec ce domaine. Alors, reste la deuxième question, est-ce que c'est possible ? Et c'est une question ouverte. Outre les ressources et les connaissances nécessaires, une question fondamentale se pose. Tout le processus de recherche, de publication et d'information scientifique repose sur les capacités mentales et intellectuelles humaines. Et la question qu'on peut se poser, c'est sont-elles suffisantes pour percer les secrets de la réalité, même au niveau du plan physique? Et si la réponse est non, que peut-on proposer? Et il n'existe pas de réponse unique et simple à de telles questions. Donc je vais partager avec vous 3 citations qui explicitent un petit peu la complexité. D'abord Krishnamurti, qui nous dit « Il doit exister un mouvement différent, totalement différent,
qui soit une perception-action non cumulative. Avoir une perception non cumulative, c'est n'avoir aucun préjugé. C'est n'avoir absolument aucun idéal, aucun concept, aucune foi. Car tout cela a détruit l'homme sans résoudre ses problèmes. Donc, ramener à l'étude de la science, c'est abandonner tous les dogmes. Ravi Ravindra, qui fait partie donc de la commission Galilée, nous dit: ce qui est nécessaire à la perception objective, c'est la libération de soi-même, c'est-à-dire tous les préjugés qui viennent se rajouter. L'aspirant spirituel échappe au moi personnel, non pas en l'ignorant, mais en l'abordant avec une honnêteté totale. Les perceptions impliquées dans la connaissance intérieure sont directes et immédiates. La compréhension inclut ici l'intuition poétique et intuitive, ainsi que les considérations empiriques et rationnelles. C'est-à-dire quelque part laisser le corps de la bouddhie de l'intuition nous traverser pour qu'on puisse percevoir par ce biais-là. Et loin d'être opposée à la connaissance scientifique et rationnelle, elle ouvre des dimensions de la réalité encore plus vastes et plus riches, donnant ainsi une signification nouvelle à la science elle-même. Et enfin, Wallace Slater nous disait: passer de l'approche matérialiste actuelle à une approche spirituelle exige que le monde entier prenne conscience des problèmes liés à l'exploitation rapide des ressources mondiales d'un point de vue purement matérialiste. Et là, on retombe sur une chose qu'on connaît bien: l'industrialisation, la croissance démographique galopante et l'inévitable catastrophe en termes de souffrance humaine qui résulterait de la compétition entre petits et grands groupes pour les ressources limitées de la planète. Alors l'humanité pourrait de son plein gré accepter que le confort matériel soit subordonné aux idéaux spirituels, que le bien-être matériel seul ne suffit pas. Il doit être contrebalancé par un jugement fondé sur la considération du bien-être spirituel de l'humanité. Donc voilà, absence de préjugés, détachement de soi-même, approche spirituelle. Une approche complémentaire semble inévitable. Elle combine les capacités intellectuelles et la capacité de percevoir et de comprendre la réalité selon une perspective différente du plan physique. Les capacités mentales et intellectuelles étant aujourd'hui très développées, l'effort se porte sur la voie de la transformation personnelle, afin de développer une méthodologie extrasensorielle, d'introspection, de méditation et de pratique contemplative, complétant ainsi l'observation sensorielle des corrélats de la conscience, c'est-à-dire les études neuroscientifiques du cerveau, les études psychologiques du comportement. Cela prendra peut-être encore du temps, mais cela vaut la peine d'essayer. Merci pour votre attention. Je crois que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il y a une chose vraiment, moi, qui m'a assez marqué, c'est cette équivalence, enfin, c'est pas cette équivalence, cette compréhension que ce que nous appelons la matière, qu'on a l'impression d'être très solide, est en réalité de l'énergie en mouvement, ce qui est exactement ce que nous enseigne la théosophie. Et ça, c'est vraiment une découverte remarquable, parce qu'elle peut complètement transformer l'approche et la manière dont on perçoit la vie autour de nous, l'environnement. Ça aussi, quelque part, ça valide un petit peu le modèle selon lequel, par exemple, ce que nous explique souvent Madame Besan, l'impact et l'interaction entre conscience et matière, l'impact de la pensée sur la matière. À partir du moment où la matière n'est qu'une forme d'énergie en mouvement, il y a continuité avec la forme d'énergie de la pensée, quelque part. Oui, Marianne. Ton son, Micro? Maria. Micro?
pardon. Est-ce qu'on pourrait dire que notre corps physique est une énergie densifiée? Exactement. C'est une énergie dont la fréquence a été abaissée par rapport au point de départ, qui est l'esprit. Oui, et c'est ce mouvement que tu dis, et ça se densifie, alors maintenant c'est le corps. On ralentit le mouvement et en ralentissant le mouvement de l'énergie, on voit apparaître les différents plans, dont le dernier est le plan de ce que nous appelons la matière, mais qui est encore de l'énergie en mouvement, ni plus ni moins. Ok. C'est notre perception qui appelle ça densifié, au fond. C'est notre perception qui dit que c'est densifié parce que On a besoin de ramener ça à notre référentiel, à la c'est ça, manière dont on nous a appris à comprendre c'est ça. ce qui nous entoure, effectivement. Ouais. Un peu comme, tu sais, ça me fait penser au film, tu sais, une bobine de fil doit être lue à une certaine vitesse, sinon ça n'a pas de sens. C'est le Ouais, même ouais. principe, là, c'est 24 images secondes, je pense, quelque chose comme ça, là. C'était ça du temps de la pellicule, oui. Ouais, du temps de la pellicule, oui, c'est ça. Je voudrais savoir, si tu veux, est-ce qu'il est réellement possible de vivre sans dogme? On appelle ça un sage ou un adepte. Oui, Par contre, on peut travailler. parce que On peut travailler quand je dis dogme, ça veut dire Hmm. c'est que quand tu lis, quand tu étudies, automatiquement tu te crées des références. Alors, Donc- je crois qu'il y a une différence entre une référence et une croyance. Pour moi, un dogme, c'est une croyance. C'est-à-dire qu'on part d'une référence qu'on transforme en une croyance. C'est-à-dire que tu imposes. C'est-à-dire, sans parler d'imposer, c'est quelque chose sur lequel on va s'accrocher parce que c'est une bouée, quelque part une bouée de secours. Parce C'est que, une vérité entre guillemets. voilà, c'est une forme de vérité dont on a tous besoin. Oui, voilà. Et donc, tant qu'on n'est pas libéré de cette compréhension de nos modes de fonctionnement, on a besoin de ces îlots, parce que sinon, on se retrouve sans plus rien, quoi. Et comment se libérer de ces îlots? Comment se libérer de ces îlots? Comme on en a déjà parlé, par une introspection, une compréhension de ce qu'est notre personnalité et comment elle opère, Pourquoi elle a besoin de ça? Pourquoi elle a besoin de ça? Parce que elle a peur. C'est la peur. C'est la peur qui fait que Oui. dès qu'on pense, par exemple, moi je me souviens quand j'étais jeune, avant d'aborder ces études, l'idée de penser à l'espace infini, c'est absolument terrifiant, Oui. parce qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Donc, tout le long de notre parcours, et c'est pour ça que, notamment dans des écoles spirituelles comme ça, on essaye d'abord de nous faire prendre conscience de nos modes de fonctionnement. Il y a un grand effort qui est fait en ce moment dans la société théosophique pour développer ce qu'on appelle des stages de transformation de soi. Et ça passe par cette compréhension très intime de comment je fonctionne, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai des envies, voilà. Et ces mécanismes-là, tant qu'on les a pas intégrés non seulement mentalement, mais à l'intérieur de nous-mêmes, vraiment à l'intérieur du cœur, on va continuer à rebondir sur ces problèmes de dogme et autres. Et je dirais, c'est notre chemin. C'est notre chemin. Il n'y a qu'à lire Krishnamurti. Oui, mais ça suffit pas de lire Krishnamurti. Je pense que c'est une quête infinie parce que tu sais, c'est de se méfier de soi-même finalement dans tout parce que tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie est influencé, là. C'est surtout prendre conscience de qui est ce soi-même. Ouais. C'était l'enseignement de Maharishi. En permanence, chaque fois que quelqu'un lui posait une question, sa réponse c'était qui pose la question. Ouais, Et je crois qu'un des grands secrets de l'approche, c'est d'arriver à, en tout cas, concentrer nos efforts et essayer de comprendre qui est ce qui, cette personnalité qui est conditionnée, qui fonctionne, mais qui est aussi notre véhicule principal aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit souvent autour de ce forum,
s'agit pas d'éliminer la personnalité. Elle est indispensable à notre chemin. Ce qu'il faut, c'est la discrimination. La discrimination, c'est-à-dire garder une fonction de témoin indépendant quelque part, qui observe, et c'est possible. On monte dans un plan supérieur au plan mental, et il y a cette capacité d'observer nos modes de fonctionnement. Après, il y a tout un tas d'automatismes qui vont refermer les fenêtres et les portes en disant non, non, faut pas regarder ça, ça fait rien. Parce que c'est pas toujours agréable de se regarder avec discrimination, mais c'est salvateur quelque part. Ce que je suis en train de réaliser avec notre discussion, c'est que, puis peut-être une évidence, là, mais que la science peut être un outil de compréhension de la spiritualité, une avenue, une voie. Actuellement, ce n'est pas. Je n'ai pas l'impression que la science, le courant dominant de la science veut combattre la spiritualité, veut ignorer, veut écraser la spiritualité, mais ça peut devenir au contraire un outil de compréhension, puis un peu comme, et je reviens avec mon thème, un peu comme une religion ou comme un courant, comme le courant théosophique, comme les autres courants spirituels. Peut-être que le changement de le modèle nouveau de dialogue dont tu parlais serait peut-être d'aborder la science comme un outil plutôt que comme une arme pour combattre la spiritualité, mais bien un outil pour progresser puis pour y arriver. Tout à fait. Et je rajouterais, parce que là tu parles de combat avec la spiritualité, il faut aussi regarder l'histoire pour comprendre pourquoi ce combat est présent. Il est présent parce que pendant 1500 ans, la spiritualité, sous forme de religion organisée, a écrasé les scientifiques. Et donc depuis 300 ans, où la science a fait suffisamment de progrès pour remettre en cause, puis même évacuer complètement la spiritualité du champ de connaissances, la mentalité naturelle, c'est le phénomène du balancier, a été très longtemps opprimée. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les scientifiques, depuis pratiquement 150-200 ans, ont essayé d'éradiquer tout ce qui n'était pas observable, modélisable et autres. Mais quand même, on se rappellera que les scientifiques, c'est des hommes et des femmes. Donc quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a cette flamme divine, de toute façon, qui veut s'exprimer et qui se trouve enfermée dans cette prison. Ce qui explique un petit peu, là, ce que je vous ai raconté, ce qui est en train de se passer. Il y a une forme d'éclosion d'autres choses. Il y a une vraie prise de conscience que, en fin de compte, cet enfermement, il est plus supportable. Parce qu'on arrive à des impasses quand même. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, le modèle standard aujourd'hui des particules, je crois qu'il faut lui rentrer 25 paramètres à la main pour pouvoir le faire marcher. Ces paramètres basés sur l'observation et non pas sur la modélisation. Le modèle du Big Bang, il est remis en cause. Enfin, il y a très peu, véritablement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a très peu de modèles qui aujourd'hui sont capables de tenir devant l'ensemble des nouvelles découvertes, quoi. Et alors, sans parler de tout ce qui est les sciences de la vie, parce que là, on est complètement dans un autre monde, malheureusement, qui nous touche de très près. À chaque fois que je vais voir un docteur, je dis, mon Dieu. Enfin, je vais d'ailleurs plus les voir parce que Mais c'est quand il y a un dérapement, que ce soit un mouvement religieux, que ce soit la science, que ce soit un autre courant de pensée, quand il y a des dérives, puis ça va vers le dogmatisme, où est-ce qu'on dit quelque chose est parce que c'est comme ça, à ce moment-là, on dérape, puis on perd la saveur, la valeur de ces mouvements-là. bien entendu, bien entendu. Je pense qu'on vit une période vraiment, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais une accélération de l'évolution. J'ai toujours tendance à dire sauter dans le train pendant qu'on peut encore, parce que le train est parti à grande vitesse, là, voilà. Et d'où la nécessité de continuer notre effort et notre travail en tant que théosophe, simplement d'expliquer ce que nous connaissons, ce que nous savons. C'est important, et surtout de le montrer par l'exemple dans notre vie de tous les jours, parce que Et- on est trop Jacques. souvent, pardon, Non, vas-y.
On est trop souvent admiratif devant les textes et tout ça. Et puis, quand on retombe dans la vie de tous les jours, on oublie très vite, malheureusement. Et c'est pas une critique, hein, c'est la nature qui est comme ça. Donc, il faut aussi donner du temps au temps. Mais si on peut montrer par l'exemple les valeurs fondamentales qu'enseigne la théosophie, quelque part, ça a un impact sur notre environnement proche, même si c'est pas un impact gigantesque, ça a un impact. J'allais dire, et pratiquer à l'intérieur même de nos branches la discipline d'éviter les dogmes nous-mêmes, ce qui est peut-être le plus grand défi de la théosophie elle-même. Son Ah ouais. propre. C'est facile de dire, parce qu'on le dit en théosophie, c'est ça, mais c'est pas plus vrai que le reste, là, tu sais. Faut Non, toujours remettre en question. pour avoir parcouru beaucoup de loges dans le monde entier, je confirme que. Mais encore une fois, des hommes et des femmes. C'est ça. On a mis la casquette théosophe, ok, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça. Mais Oui. n'est-ce pas en fait je dirais, un peu utopique? N'est-ce pas une lutte sans fin? Non, non, parce qu'elle progresse. Il y a Oui, un bien sûr que ça il progresse, y a un mais chemin c'est tellement petit. à notre échelle. Le cosmos a mis 13 milliards d'années à arriver jusque-là. Ah oui, oui. Nous, on a mis, allez, selon la théosophie, 18 millions d'années. Selon la science, 6 000 ans. Selon la Bible, 6 000 ans. Mais c'est le plan divin, il a sa pente et sa vitesse. Et c'est pas nous qui pouvons la changer. On peut apporter notre contribution. On est le petit colibri, nous. Tout petit colibri, tout Voilà, petit. d'accord. Mais alors, heureusement qu'il est là, le colibri, quand Ah même. oui, ça Ouais, tout à fait. Ouais. ouais. Mais c'est pas, enfin, je dirais, par moments, je trouve que c'est quand même difficile et décourageant. Moi, je passe par des périodes comme ça, si tu veux, où C'est normal. Ouais, je c'est suis normal. fatigué de me battre, entre guillemets. Ouais. C'est là où peut-être il faut arrêter de se battre, arrêter plutôt l'aspect Oui, conflictuel avec la réalité, mais plutôt rentrer dans la réalité et la laisser nous habiter. Parce que le conflit, par nature, il est destructeur. oui, ça, oui. Donc, chaque fois qu'on rentre en conflit quelque part, quelle que soit la situation, c'est de la destruction. Donc, revenir sur des fondamentaux, revenir. Et je sais que c'est pas facile, hein, c'est Non, facile à c'est dire, pas mais pas facile, facile à parce que faire. Mais se mettre dans, par exemple, se mettre dans les conditions qui permettent. On parlait tout à l'heure de calme et de silence autour de soi. Ça fait partie des conditions qu'il faut s'autoriser quand on le peut pour se retrouver, se retrouver avec soi-même. Et donc reconstruire un petit peu le réservoir d'énergie pour repartir dans le ah monde. oui, mais ça, en fait, c'est égoïste, entre guillemets. C'est C'est nécessaire. c'est pas C'est nécessaire si tu veux continuer. quand la batterie de ma voiture est Oui. vidée ou de mon portable, il faut que je la recharge. Il faut recharger, voilà. Sans quoi je peux plus Oui, fonctionner. d'accord, ça je comprends, Donc, oui. pas Donc tu plus que recharges ça. tes batteries Ouais. et tu repars au combat, entre guillemets. Tu repars sur la route, Oui, voilà, sur le chemin. chemin. Comme un modèle aussi. Il faut le voir comme un modèle. Mhm. Comme être un modèle. Tu sais, c'est Ah oui, juste ça notre rôle. ouais, c'est pas les opportunités qui manquent, hein, que ce soit au niveau familial, professionnel, dans n'importe quelle activité que nous faisons, nous avons la possibilité de transmettre par l'exemple, par l'exemple. Voilà, ben, je crois que on va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Donc,